Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une rentrée politique sous le signe de la vision 2035 lors du Conseil des ministres placé sous le signe du travail, de l'unité et de la coordination. Toujours dans l'actualité nationale, rentrée scolaire, plus de 72 000 élèves retrouvent le schéma des classes. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où 348 Palestiniens morts de faim depuis octobre. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, je vous le disais, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la séance du Conseil des ministres qui marque le début de la rentrée politique pour l'année 2025-2026 au Palais de la République. Eh bien, cette nouvelle séance a été placée sous le signe du travail, de l'unité et de la coordination. Le président a présenté une feuille de route pour les actions et les priorités du gouvernement pour les mois à venir. Il a notamment souligné que la République de Djibouti, tout comme la région, est confrontée à une terrible sécheresse due au changement climatique. Le chef de l'État a insisté de l'urgence pour faire face à cette situation alarmante, mais aux défis et aussi aux défis régionaux et mondiaux en constante évolution, notamment la mondialisation, les bouleversements géopolitiques, les crises économiques et climatiques. Le chef de l'État a salué la victoire de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, qui a été élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et cela reflète, a-t-il dit, le rôle prépondérant et stratégique de la République de Djibouti sur le continent africain et dans le monde. Le chef de l'État a dénoncé le génocide, la famine, sans pitié, même par les Israéliens dans la bande de Gaza. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a retiré le soutien constant et indéfectible de la République de Djibouti au peuple frère palestinien. Enfin, le chef de l'État et chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a conclu son discours en appelant et a coordonné les efforts pour assurer un développement durable de Djibouti. Et bien, dans son discours, le président de la République a rappelé que la rentrée est toujours un moment opportun afin de prendre la mesure du chemin parcouru et de dresser un bilan de nos réalisations, mais aussi afin de nous fixer un cap pour les prochains mois. Écoutons le chef de l'État. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve à l'occasion de cette rentrée politique. Après une pause estivale qui, je l'espère, vous a été bénéfique et qui vous a permis de vous ressourcer en famille, de prendre un peu de recul afin d'être prêt pour relever les défis qui nous attendent. Je vous adresse donc à toutes et à tous mes vœux de réussite pour cette rentrée et je prie Allah le Tout-Puissant afin que notre action puisse continuer à être au service de nos concitoyens. La rentrée est toujours un moment opportun afin de prendre la mesure du chemin parcouru, de dresser un bilan de nos réalisations, mais aussi de nous fixer un cap pour les prochains mois. Elle nous permet de nous rappeler que la mission qui nous incombe est exigeante et qu'il nous faut encore et toujours servir avec courage, détermination, abnégation nos concitoyens. Encore et toujours, nous devons continuer de porter haut les couleurs de notre pays sur la scène régionale et sur la scène continentale, comme nous avons si bien su le faire dans le cadre de l'accession de notre pays à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cet événement inoubliable consacre, il nous faut la souligner, la reconnaissance du rôle moteur que joue notre pays dans la promotion de la paix, de la stabilité et de l'intégration régionale. Il témoigne de la confiance que l'Afrique a su placer en notre pays, en notre diplomatie, en notre engagement pour l'unité et le développement du continent.
Cette responsabilité nouvelle nous honore, mais elle nous oblige également. Elle nous invite à renforcer notre leadership, à porter la voix de l'Afrique plus haut sur les grands enjeux du moment, à promouvoir une coopération plus solidaire et plus ambitieuse entre les États membres. Elle nous invite également, au-delà de notre continent, à défendre et à porter la voix de ceux et celles qui vivent sous l'oppression et la terreur. Elle nous exhorte de continuer de plaider la cause de nos frères palestiniens qui sont contraints à l'exode et qui vivent sous leurs yeux impuissants, leurs femmes et leurs enfants bombardés, massacrés, piétinés comme l'est le droit international. Sur le plan régional, l'instabilité persistante dans la Corne de l'Afrique, les défis migratoires, les menaces sécuritaires et les tensions géopolitiques nous imposent vigilance, solidarité et capacité d'adaptation et d'anticipation. Plus loin, le chef de l'État a indiqué que la digitalisation progressive de l'administration publique doit être accélérée pour une gouvernance plus efficace, plus transparente et plus proche des usagers. Réécoutons le chef de l'État. Sur le plan national, il nous faut poursuivre avec une détermination renforcée la mise en œuvre de la vision Djibouti 2035 qui reste notre objectif commun. Il nous faut préserver dans la consolidation de la stabilité politique et financière de notre pays pour une économie plus forte, plus inclusive et résiliente. Les réformes en matière des finances publiques doivent être accélérées afin de renforcer la mobilisation des ressources intérieures, mais également pour une plus grande et une meilleure efficacité dans la mobilisation des ressources extérieures. Il nous faut également avancer dans la modernisation de nos infrastructures avec la mise en service de nouveaux équipements portuaires, de corridors routiers, afin de renforcer et d'accroître l'attractivité de la République de Djibouti comme hub logistique et commercial de toute la région. La digitalisation progressive de l'administration publique doit être accélérée pour une gouvernance plus efficace, plus transparente et plus proche des usagers. C'est dans cet esprit que nous avons procédé à l'adoption du Code numérique afin de poser les fondements juridiques pour une gouvernance numérique inclusive et sécurisée qui ouvre la voie à l'innovation, à l'entrepreneuriat digital afin d'ouvrir notre pays à l'économie numérique, mais aussi et surtout pour offrir des services publics de qualité, améliorer l'efficacité de nos politiques publiques et renforcer la confiance de nos concitoyens dans nos institutions. Pour autant, nous savons que le chemin reste long et parsemé d'embûches. Les défis qui se dressent devant nous sont nombreux et complexes. Les conséquences du changement climatique, nous les avons vécues à travers la terrible sécheresse qui a touché notre région et qui a durablement affecté nos populations. Nous avons su y répondre de manière ciblée, solidaire et coordonnée. Il nous faut continuer à agir pour apporter les réponses à la sécheresse sur le moyen et le long terme. La valorisation de nos ressources naturelles, la préservation de notre environnement, l'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire sont aussi autant de priorités qui exigent de nous une action résolue et coordonnée. Mesdames et messieurs, la jeunesse djiboutienne qui incarne l'avenir de notre nation doit être au centre de toutes nos politiques. Nous devons poursuivre nos investissements dans le logement,
dans l'éducation, dans la santé, tout en renforçant la formation professionnelle, l'accès à l'emploi, l'entrepreneuriat et l'innovation. Il est de notre devoir de combattre le chômage, notamment chez les jeunes, qui demeure aujourd'hui une préoccupation majeure afin d'offrir à notre jeunesse des perspectives d'avenir, de valoriser leurs talents et de soutenir leurs initiatives. Il nous faut pour cela davantage accélérer la diversification de notre économie afin de mieux lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités. Il nous faut également renforcer le dialogue avec la société civile et le secteur privé. C'est dans la concertation, l'écoute et la proximité avec nos concitoyens que nous trouverons les solutions à leurs attentes et à leurs besoins. Je vous invite à renforcer la coordination entre vos départements, à accélérer la mise en œuvre des réformes prioritaires, ainsi qu'à veiller à une gestion transparente et responsable des ressources publiques. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée politique placée sous le signe du travail, de l'unité et de la coordination. Vive la République, vive Djibouti. Je vous remercie. Eh bien, lors de cette 13e séance du Conseil des ministres qui s'est tenue sous la présidence du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, 4 questions ont été examinées et approuvées. Écoutons le ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement par intérim. La présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 2 septembre 2025, la 13e séance du Conseil des ministres. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a prononcé un important discours au palais présidentiel pour la rentrée politique 2025-2026. Dans le cadre de son allocution, il a souhaité aux membres du gouvernement ses vœux de réussite. Il a rappelé la responsabilité collective qui est la nôtre de servir nos concitoyens avec courage, abnégation et détermination. Il a rappelé le chemin parcouru, comme avec point d'orgue l'accession de la République de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine, symbole de la reconnaissance du rôle de notre pays en faveur de la paix, de la stabilité et de l'intégration régionale. Il a souligné que cette responsabilité impose à la République de Djibouti de porter haut la voix de l'Afrique et de continuer à défendre les peuples opprimés, notamment la cause de nos frères palestiniens qui sont contraints à l'exode, qui voient sous leurs yeux impuissants leurs enfants et leurs femmes bombardés, massacrés et piétinés. Sur le plan national, il a souligné que la mise en œuvre de la vision 2035 doit se poursuivre afin de renforcer la stabilité politique et économique de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a insisté sur la nécessité de continuer à moderniser nos infrastructures et à digitaliser l'administration avec l'adoption du code numérique afin de favoriser l'innovation et d'œuvrer pour une meilleure gouvernance. Il a rappelé les menaces liées au changement climatique et a souligné la nécessité d'agir sur la sécurité alimentaire, l'adaptation et la valorisation de nos ressources naturelles. La jeunesse, a mentionné son Excellence, Monsieur le Président de la République, doit rester au cœur des politiques publiques avec davantage d'investissements dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'emploi, du logement et de l'entrepreneuriat. La diversification de notre économie, a-t-il réitéré, est essentielle pour réduire la pauvreté et les inégalités. Enfin, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rappelé une meilleure coordination gouvernementale, une gestion rigoureuse des ressources et un dialogue renforcé avec la société civile et les secteurs privés. Ont été également examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de la Jeunesse et de la Culture. Première question, communication sur les archives nationales. Les archives nationales constituent la mémoire officielle de l'État et représentent un élément essentiel de notre patrimoine national. À ce titre, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a présenté un plan d'urgence dédié à la gestion et à la préservation des archives.
Ce plan vise à renforcer la sécurité des documents, à préserver la mémoire collective face au risque de dégradation et améliorer et harmoniser la pratique archivistique au sein de l'ensemble de l'administration publique. Ce plan d'urgence vise également à établir un diagnostic clair sur la situation auprès de chaque administration, à traiter le passif documentaire pour éviter les pertes, à faciliter le transfert de documents vers l'Agence nationale du patrimoine culturel et instaurer des pratiques archivistes efficaces et pertinentes. Ce plan d'urgence s'appuie sur le progrès déjà réalisé par plusieurs administrations et entreprises publiques et prévoit un calendrier de versement des archives trimestrielles s'échelonnant jusqu'à décembre 2026. Ministère des infrastructures et de l'équipement. Deuxième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers 2024 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Pour l'exercice 2024, le compte financier du laboratoire font état des produits s'élevant à 344 996 000 et des charges s'élevant à 329 637 000 avec un résultat bénéficiaire de 15 900 000. Le résultat net augmente de plus 13 millions et passe donc de 2 500 000 entre 2023 et 2024. Au cours de l'exercice 2024, le laboratoire a réalisé un investissement de plus de 20 millions de francs djiboutiens en matériel industriel, en aménagement et en installation générale. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Troisième question, projet d'arrêté portant création du diplôme d'état diététique de nutrition grade licence professionnelle. Le présent projet d'arrêté a pour objet donc la création du diplôme d'état diététique et de nutrition grade licence professionnelle. L'Institut supérieur des sciences de la santé va mettre en place le programme de formation correspondant à ces diplômes à compter de l'année universitaire 2024-2025. La formation est conforme aux orientations nationales en matière de santé nutritionnelle. Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat scientifique et passer un concours d'administration pour intégrer l'ISSS et obtenir le diplôme de licence professionnelle à l'issue de 3 années d'études. Donc, le présent arrêté précise le contenu de la formation, les modalités de contrôle des connaissances et la validation des crédits. La formation en diététique et nutrition permettra d'améliorer les connaissances et les compétences professionnelles de santé dans ce domaine et traduira en une meilleure prise en charge des populations et une réduction des taux de malnutrition. Ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale. Quatrième question, projet de décret portant nomination. Sont nommés M. Mohamed Yassine Ahmed, conseiller technique du ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Mme Ikram Awale Farah et Mme Qoran Abdallah Abdullahi sont nommés conseillers techniques du ministre du Travail. M. Omar Haroun Omar est nommé directeur du travail et des relations professionnelles au ministère du Travail. Mme Choukri Hachi Omar est nommée directrice générale du Palais du Peuple. M. Kennedy Ibrahim Hussein est nommé directeur de la publication du journal La Nation. Mme Rahma Omar Kamel est nommée directrice des investissements et du développement du secteur privé. Et M. Mohamed Omar Ali est nommé directeur général de l'Agence nationale pour la promotion du sport. Réécoutons le ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement par intérim. Étrangère et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait un compte-rendu sur sa visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite du 28 au 29 juin 2025. Le ministre a transmis un rapport également sur sa mission à la participation à la 7e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine et le Comité économique régional et les mécanismes régionaux qui s'est tenu le 13 juillet 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale. Il a également fait état de la participation à la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de solutions à 2 États
qui s'est tenu du 28 au 30 juillet 2025 à New York, aux États-Unis. Il a fait un rapport de sa mission sur sa participation à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, qui s'est tenue du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon. Le ministre a fait un rapport de mission sur sa participation à la 21e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères dans l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue du 25 août à Jeddah. Le ministre a fait également un compte-rendu sur sa visite officielle qu'il a effectuée en Somalie le 28 au 30 août 2025. Le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage a fait un rapport de mission sur le Forum des services publics de l'ONU qui s'est tenu 23 au 26 juin 2025 à Samarkand, Ouzbékistan. Il a fait également un rapport de mission sur le sommet des Nations Unies sur leur système alimentaire qui s'est tenu du 28 au 29 juillet 2025 à Addis Abeba. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a fait un rapport de mission sur le Forum mondial sur les collectivités de transport qui s'est tenu du 27 au 29 juin 2025 à Istanbul, en Turquie. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement par intérim a fait un rapport de mission sur la cérémonie du Company Day de l'Ethio-Djibouti Railway qui s'est tenu du 1er au 2 août 2025 à Addis Abeba. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a fait un compte-rendu sur sa mission de travail qu'il a effectué du 26 au 31 août 2025 en Chine. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait un rapport de mission sur la 5e session du comité intergouvernemental des négociations sur l'instrument juridique contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin, qui s'est tenu du 5 au 14 août 2025. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a fait un compte-rendu sur le sommet mondial de la Société de l'information, SMSI, plus 20, qui s'est tenu du 7 au 11 juillet 2025 à Genève, en Suisse. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu sur sa participation à la cérémonie d'ouverture des 13e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, qui s'est déroulé du 1er au 10 août 2025 aux Seychelles. Elle a fait également un rapport de mission sur le programme international Marrakech, capitale de la jeunesse du monde islamique, qui s'est tenu au Marrakech en août 2025. Je vous remercie. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le président de l'État régional somalien du Galmoudouk, M. Ahmed Abdi Kriye, est arrivé aujourd'hui à Djibouti à sa descente d'avion à l'aéroport international de Djibouti. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Mohamed Ibrahim Youssouf, et l'ambassadeur de Somalie à Djibouti, Salad Ali. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Djibouti et les différentes entités fédérées de Somalie. Elle intervient également à un moment où la coopération régionale est appelée à jouer un rôle central dans la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement partagé dans la Corne de l'Afrique. Au cours de son séjour, le président Ahmed Abdi devrait s'entretenir avec les plus hautes autorités djiboutiennes sur des questions d'intérêt commun, notamment la sécurité, l'intégration économique et le renforcement des échanges bilatéraux. Le président de l'État régional somalien du Galmoudouk, Ahmed Abdi Kriye, est accompagné par une forte délégation composée des ministres, des députés et des hauts responsables du Galmoudouk State Somalia. Autre rentrée, et je vous le dis dans le titre, cette fois-ci c'est la rentrée scolaire en ce mardi 2 septembre où plus de 72 000 élèves, dont 42 359 dans l'enseignement primaire et 29 886 dans les collèges, ont repris le chemin de l'école à travers l'ensemble du pays. Les élèves de l'enseignement secondaire général ainsi que ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle reprendront quant à eux le chemin des établissements scolaires dès demain, mercredi 3 septembre.
Accueillis chaleureusement par leurs enseignants et les équipes pédagogiques, les élèves ont retrouvé leurs camarades dans une ambiance empreinte de joie et d'enthousiasme, marquant ainsi le début d'une nouvelle année scolaire. Après des avancées majeures ces dernières années, notamment la scolarisation primaire universelle, l'amélioration de la qualité des apprentissages et une meilleure inclusion des élèves vulnérables, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle fixe désormais un cap clair, bâtir une école performante, moderne et équitable. Orientation stratégique pour l'année 2025-2026, assurance qualité, des établissements pilotes expérimenteront un système d'évaluation, d'auto-évaluation afin d'instaurer une culture d'amélioration continue. Formation et compétences, les enseignants, personnels, administratifs et cadres bénéficieront des formations renforcées avec le soutien des partenariats internationaux de haut niveau, système d'information et gouvernance. Le SIG permettra un suivi précis des élèves, une meilleure lutte contre le décrochage scolaire et une gestion optimisée des ressources humaines. La réforme du secondaire, une nouvelle architecture polyvalente et professionnalisante sera mise en place, adaptée aux besoins du marché du travail et de l'enseignement supérieur. Excellence et compétition, cette fois-ci des nouvelles structures accueilleront les élèves afin de les préparer aux olympiades scientifiques et linguistiques pour représenter dignement le pays à l'échelle nationale et internationale. Le MENFOP appelle un engagement collectif à tous les acteurs du système éducatif, enseignants, personnel administratif, chefs d'établissement, élèves, parents et partenaires afin de garantir la réussite de cette nouvelle année scolaire. Eh bien, la rentrée scolaire 2025-2026 a débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire national, marquant ainsi le retour en classe de plus de 112 000 élèves, dont 42 359 inscrits dans l'enseignement primaire et 29 886 dans les collèges. Afin de s'assurer du bon déroulement de la rentrée scolaire et apprécier les conditions d'accueil, les élèves et les enseignants, le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, entouré de ses principaux collaborateurs, a effectué une tournée dans différents établissements scolaires. À cette occasion, le secrétaire général s'est rendu à l'école de la République où il a été accueilli par le chef du service de l'enseignement de base. Après une halte à l'école fondamentale Nitobé, inaugurée en janvier 2024 par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, cette école, construite avec l'appui de la JICA, constitue un don du gouvernement japonais au peuple djiboutien d'une capacité d'accueil de 4000 élèves. L'établissement comprend une section primaire et un collège. Cette infrastructure moderne vient renforcer l'ambition nationale d'atteindre d'ici 2029 l'objectif de scolarisation universelle et inclusive pour tous les enfants du pays dans un contexte de transformation profonde du système éducatif. Au cours de la visite, le secrétaire général a pu échanger directement avec les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement et le personnel administratif, réaffirmant l'importance d'un dialogue constant avec les acteurs de terrain. Par ailleurs, dans une lettre adressée à l'ensemble des acteurs de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rappelé les priorités stratégiques cette année scolaire. Parmi elles figurent l'assurance qualité, lancement d'expérimentation dans les établissements pilotes pour instaurer une culture d'évaluation et d'amélioration continue, formation et renforcement des compétences, mise en œuvre des programmes de formation destinés aux enseignants, cadres et personnels administratifs, avec l'appui des partenariats internationaux de haut niveau, le système d'information et gouvernance, déploiement du SIG et ainsi le système d'information de gestion de l'éducation pour un suivi rigoureux des élèves, une lutte plus efficace dans le décrochage scolaire et une gestion optimisée des ressources humaines. Eh bien, le MENFOP appelle à un engagement collectif à tous les acteurs du système éducatif, enseignants, personnels, administratifs, chefs d'établissement, élèves, parents et partenaires afin de garantir la réussite de cette nouvelle année scolaire. Écoutons. Ce mardi 2 septembre, plus de 72 000 élèves, dont 42 359 dans l'enseignement primaire et 29 886 dans les collèges, ont repris le chemin de l'école et à travers l'ensemble du pays. C'est donc avec un grand enthousiasme que nous entamons cette nouvelle année scolaire placée sous le signe de la performance. Cette année, notre objectif est clair, l'excellence, tant pour nos élèves que pour l'ensemble des équipes éducatives. Pour nos chefs d'établissement, la performance se traduit par un leadership fort, une gestion dynamique afin de soutenir nos équipes et d'offrir un cadre optimal d'apprentissage. Pour nos élèves, elle repose sur l'engagement, le travail assidu et la volonté de se dépasser. Ensemble, nous avons la capacité d'atteindre de nouveaux sommets. Je vous souhaite une rentrée pleine de succès et de progrès.
Puis ainsi, rappelons-le, autre actualité nationale, ces dons octroyés par la Fondation du roi Salman vient appuyer les efforts du ministère de la Santé dans l'amélioration de l'accès aux soins et du matériel médical. De l'arrivée sur le site, le ministère de la Santé, Dr Ahmed Rob, ainsi que le ministre, Dr Ahmed Rob Abdilé, et la délégation saoudienne ont été chaleureusement accueillis par le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman, entouré de ses équipes techniques. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, du secrétaire général du ministère de la Santé, des cadres techniques, ainsi que M. Abdulhadi Al-Utaybi, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, et M. Mutaib Saoud, représentant de la Fondation du roi Salman, spécialement dépêché pour l'occasion. Ainsi, dans le cadre du renforcement des relations fraternelles, de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, une cérémonie officielle de remise de 20 conteneurs de médicaments et de consommables médicaux s'est tenue ce matin dans l'enceinte de l'entrepôt de la CAM situé à PK12. Avant la cérémonie de remise, le ministre de la Santé avait reçu dans son cabinet la délégation saoudienne conduite par M. Abdulhadi Al-Utaybi. Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération sanitaire entre les deux pays frères, avec un accent particulier sur les projets à fort impact communautaire. Le ministre a annoncé l'arrivée prochaine d'une seconde cargaison de 20 autres conteneurs, soulignant ainsi le niveau remarquable de coopération entre les deux nations dans le domaine de la santé. Eh bien, lors de son intervention, le ministre de la Santé a chaleureusement remercié la Fondation du roi Salman pour l'octroi généreux d'une vingtaine de conteneurs de médicaments et de matériel médical. Il a souligné avec force le niveau remarquable de coopération entre les deux pays frères. Écoutons le ministre. Nous sommes ce matin au niveau de la CAM à BK12. Le ministère de la Santé réceptionne 20 conteneurs de médicaments, donc de la part de l'organisation du roi Salman. Ces médicaments sont des médicaments essentiels, très importants donc pour le soin des populations. Nous allons donner la plupart de ces conteneurs-là aux régions de l'intérieur de préférence, qui seront donc approvisionnés, Inch'Allah, en priorité. Je voudrais remercier l'ambassade de l'Arabie Saoudite donc à Djibouti, remercier également l'Institut du roi Salman donc pour ce soutien en termes de médicaments. Comme vous le savez, depuis maintenant quelques années, nous faisons face à des problèmes logistiques dus à des problématiques structurelles liées aux conflits ou aux perturbations survenues au niveau de la mer Rouge. Nous avons des problèmes logistiques d'approvisionnement de médicaments. Donc nous sommes très heureux de recevoir ce matin ce lot de médicaments de 20 conteneurs que l'Institut du roi Salman donc, a offert au ministère de la Santé. Je vous emmène vers le sud du pays où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, a effectué une inspection opérationnelle au régiment interarmé de Dikil.
À son arrivée, il a été accueilli avec les honneurs militaires par le chef des corps par intérim, le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoui. L'inspection a débuté par une séance de travail en salle de réunion réunissant les officiers et les responsables du corps. Les échanges ont porté sur l'état de discipline, des tenues, la disponibilité des effectifs, la préparation opérationnelle ainsi que les problématiques sécuritaires spécifiques de la région d'Ikil à ses zones périphériques. Le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim a insisté sur la nécessité de maintenir une vigilance permanente et de renforcer les dispositifs de sécurité intérieure tout en veillant à l'application stricte consignes opérationnelles. Il a ordonné que les revues de troupes soient organisées de manière hebdomadaire afin de garantir un suivi rigoureux de la discipline et de la préparation. Concernant la situation sécuritaire de la région, le chef d'état-major général a rappelé que la mission prioritaire des forces armées est de préserver la stabilité et de protéger la population. À cet effet, il a donné des instructions précises pour un rapprochement accru avec les communautés locales, soulignant l'importance du dialogue avec les populations, hommes et femmes et enfants, afin de renforcer la confiance mutuelle et de contrer toute tentative de déstabilisation. Il a également appelé à une meilleure coordination avec les autorités civiles et les autres forces de défense et de sécurité en vue de traiter efficacement les différentes récurrents liés aux ressources pastorales, hydriques, sources de tension dans certains secteurs. Cette inspection visait effectivement à élever le niveau des préparations opérationnelles des forces armées djiboutiennes et à consolider la présence militaire dans les zones sensibles du territoire national. Régional à présent, où je vous disais dans le titre, plus de 1000 personnes ont perdu la vie dans un important glissement de terrain qui a détruit un village entier dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, selon les annonces faites aujourd'hui. Les sources indiquent que les grands glissements de terrain ont causé la destruction totale du village Tersen et l'est du mont Mara, près de la zone de Soni, entraînant la mort de tous ses habitants, estimés à plus de 1000 personnes, hommes et femmes et enfants, sauf une personne qui a survécu selon les premières informations. Et dans l'actualité internationale, des sources médicales dans la bande de Gaza ont rapporté que 13 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans le sud-ouest et le nord de la ville de Gaza, portant le nombre des martyrs à 20 depuis l'aube, dont 5 affamés. Le complexe médical Al-Shifa a indiqué que les 9 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués suite à un bombardement israélien sur une maison dans le quartier de Tel Al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza. Les services d'ambulance et d'urgence à Gaza ont également rapporté la mort de 4 Palestiniens et la blessure d'autres dans un bombardement sur 2 maisons dans le quartier de Sheikh Radwan, au nord de la ville. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.